Oui, bonjour à tous. Donc, merci de nous retrouver sur ce premier sommet Apiculture et Conscience coopérer avec les abeilles. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sandira Bellia qui est au Portugal. Et merci Sandira de nous accorder du temps et de nous partager ton expérience avec le monde des abeilles. Et avant de te laisser plus ample la parole, voilà, qu'est-ce que, pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et puis nous expliquer pourquoi participer à cet événement en ligne fait du sens pour toi? Merci Vincent, je suis ravie de participer à ce sommet. Alors, qui suis-je? Sandira Bellia, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle La Diva des abeilles. J'habite au Portugal depuis 13 ans et je travaille avec les abeilles dans le but de créer du lien. C'est vraiment, je ne suis pas apicultrice, productrice. Ma joie, c'est de créer du lien entre l'humain et l'abeille. Très bien. Bon, ça déjà, c'est déjà un sens important. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement au contact des abeilles? Est-ce que tu es issu d'une famille d'apiculteurs, apicultrices? Ouais, qu'est-ce qui t'a amené finalement à être dans cet élan de contribuer à ce lien entre le vivant et l'humain et avec l'abeille en particulier? Alors, je suis née d'une apicultrice en Bretagne. Et ma maman a en fait commencé l'apiculture quand j'étais dans son ventre. Et cette année en Bretagne, et l'été a été très très pluvieux, donc en fait elle a eu très peu de récoltes. Mais voilà, j'étais aussi dans le bain de son excitation de démarrer cette aventure. Mais j'avais pas, en grandissant, je me suis jamais dit je vais faire comme ma maman. J'ai étudié l'éducation à l'environnement, donc j'avais cette joie de relier l'homme et la nature. Et ce n'est qu'en 2012, donc quand je suis arrivée au Portugal, j'habitais dans une communauté qui s'appelle Tamera, une grosse communauté de 180 personnes qui vivent ensemble dans un centre de recherche sur la paix et l'apprentissage au vivre ensemble, avec plein d'ouvertures sur la permaculture, sur la communauté. Et il y avait la personne qui s'occupait des abeilles dans cette communauté était un petit peu dans une phase où elle voulait se prendre de la distance. Elle était un petit peu triste de voir ses abeilles ayant du mal à survivre. Et elle m'a dit, oh, est-ce que tu voudrais prendre le relais sur ce projet? Et là, j'ai senti toutes mes petites cellules qui se sont mises à vibrer. J'ai senti, oui, c'est vraiment, j'ai envie d'investir mon temps, mon énergie, ma joie, mais ne comptez pas sur moi pour produire du miel, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je souhaite inviter l'abeille comme un autre membre de cette communauté. Et petit à petit, j'ai créé un jardin des abeilles. C'est une communauté qui a beaucoup de visiteurs. Il y a vraiment beaucoup de cours en permanence. Donc, c'était aussi une plateforme pour passer ce message et puis pour lancer cette recherche. Et petit à petit, de plus en plus, j'ai entrepris des conversations avec cet être que j'appelle la Diva des abeilles, l'âme collective des abeilles. Et j'ai transmis ces messages, je recevais déjà des gens, je me suis mise à développer des ruches pédagogiques qui permettaient plus de contact. Et ces conversations ont donné naissance à ce livre, La Diva des abeilles, les enseignements de la ruche, plusieurs années plus tard. D'accord. Et donc, cette première expérience, on va dire, marquante pour toi, ça a été donc cette communauté, dans ce contact avec les abeilles? Voilà, absolument. Enfin, si je peux raconter une expérience bien plus ancienne, d'un moment un peu déclencheur, le souvenir qui me vient, c'est étant toute petite, j'avais peut-être 6 ans, on avait un grand jardin et j'adorais explorer le jardin, mais je n'avais pas l'autorisation d'aller près des ruches de ma maman, bien sûr. Et un jour, j'explorais le jardin avec mon petit copain et on aimait grimper dans les arbres. Et là, on voit cette énorme masse. C'était un essaim qui était suspendu sur une branche.
Et donc, bien, j'appelle ma maman. Et là, on a cette expérience ensemble de voir l'essaim prendre son envol, voler au-dessus de nous. On était accroupis dans l'herbe. Et bien sûr, ma maman savait qu'il n'y avait aucun risque pour nous dans cette condition-là. Les abeilles noires en Bretagne sont vraiment tranquilles. Elle n'avait rien à défendre. Et l'essaim s'est installé dans une petite ruchette, juste devant nous, à quelques mètres. Et je pense que là, il s'est passé quelque chose dans mon âme au niveau de cette connexion. Et je crois, en ayant lu ton livre avec beaucoup d'attention et de passion, il me semble qu'il y a aussi une expérience qui était marquante pour toi sur le plan de la santé. Est-ce que tu pourrais en parler aussi, peut-être? Alors, mon parcours de santé, j'ai été confrontée à des challenges, un défi de santé assez important. J'ai été diagnostiquée avec une fibromyalgie. Et donc, pendant plusieurs années, mon corps a développé des douleurs fortes. J'arrivais plus à digérer, donc j'ai perdu énormément de poids. Et c'est vraiment, l'abeille a été une de mes meilleures conseillères, de mes meilleures alliées, mes meilleures confidentes, et une amie et aussi une guérisseuse pendant ce parcours de guérison. Et notamment le venin d'abeille. Le venin d'abeille, ça a été vraiment pour moi une grande découverte sur comment utiliser l'énergie du venin d'abeille pour rewiring. Des mots vont venir en anglais parfois, hein, parce que je ne parle pas le français au quotidien, là où j'habite. Reconnecter, en fait, tous les... Il y avait certains pathways, certaines connexions qui s'étaient défaites. La partie inférieure de mon corps était devenue un peu paralysée. Et en fait, le venin d'abeille m'a aidée en faisant des sessions d'apipuncture, m'a aidée à reconnecter toutes les parties de moi-même qui étaient déconnectées. D'accord. Et donc, tu nous parlais donc, dans cette communauté de ce rôle que tu avais avec le contact avec les abeilles et qui a donné lieu ensuite à l'écriture de ce livre. Est-ce que tu nous parlais un petit peu plus justement de comment cette transmission s'est-elle opérée? Voilà, qu'est-ce que ça signifie la déva des abeilles, hein, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas ces termes-là, qu'est-ce qui recourt derrière? Et puis comment tu as pu établir finalement sur la durée, parce que je crois que ce livre a été écrit sur plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'histoire de cette écriture? Alors, la déva des abeilles, c'est une conscience collective, une âme groupe. Donc, elle n'est pas vraiment connectée à une seule ruche individuelle, bien que je pense que chaque ruche a sa propre personnalité et sa propre âme. Mais la connexion la plus forte qui m'a lancée sur l'écriture de ce livre, c'est la connexion à cette intelligence collective et cette information qui est présente partout dans le champ morphique de la Terre. Et plus je passais du temps, en fait, pendant un certain temps, et surtout pendant ces années où j'étais malade, j'habitais dans un dôme géodésique, donc un dôme fait d'hexagones et de pentagones. Et j'avais une grande baie vitrée, et juste devant ma baie vitrée, j'avais ma ruche compagne. Le concept de ruche compagne, on l'a développé dans notre réseau Bee Wisdom. C'est vraiment l'idée de créer une complicité avec une colonie particulière, et on peut voir qu'il est possible de développer une amitié, une reconnaissance et une complicité avec certaines colonies qui ont la volonté de le faire. Donc j'avais ma ruche compagne comme ça, juste devant ma fenêtre, et chaque matin, je me réveillais souvent très très tôt, vers 2 ou 3 heures, je m'asseyais devant mon petit hôtel, devant ma fenêtre, et j'étais dans l'aura finalement de ma ruche. Et là, quelque chose se passait. Je me suis mis à recevoir de plus en plus d'informations que j'avais entendues nulle part ailleurs. Et là, je me suis dit, allez, il faut que je commence à écrire. Et en fait, l'écriture même du livre
est apparu au moment où j'étais au plus bas, disons, où j'étais le plus challenged, le plus dans le défi de cette maladie. Et pendant l'écriture du livre, j'ai eu un breakthrough, vraiment une transformation profonde. Et après l'écriture du livre, c'est là où, en quelques mois, je suis sortie du cœur de la maladie. D'accord. Et comment tu décrirais, donc, au regard de cette expérience, vraiment cette relation entre l'homme et les abeilles? Tu parles de source d'apprentissage et de transformation personnelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce sujet? Alors l'abeille, ce que j'en comprends, les informations que j'ai reçues de la démarche des abeilles m'indiquent qu'elle fait partie d'un des gardiens de la Terre. C'est-à-dire qu'au-delà de la production de miel et de la pollinisation, qui sont des rôles essentiels à l'activation énergétique et la santé de l'écosystème, il y a aussi un rôle vraiment vibratoire qui est tenu par l'abeille dans sa fonction quand elle vole de fleur en fleur, et aussi dans sa fonction de communauté, d'insecte social au cœur de la ruche. Et je trouve ça très, très inspirant de passer du temps à comprendre comment cette communauté fonctionne, comment elle se relie à son environnement, comment elle se relie à l'être humain, parce que pour moi, c'est vraiment il y a une volonté de collaboration. Je vois l'abeille comme un allié, vraiment, pas du tout comme la relation habituelle qu'on a dans le système productiviste pour l'instant de miel ou de pollinisation. C'est vraiment un dominant, un dominé, et il n'y a pas vraiment de communication. Alors que je pense que il y a vraiment une volonté, même du côté de l'abeille, de coopérer, de construire cette nouvelle terre, ce nouveau paradigme dont tellement de personnes parlent en ce moment. Il y a tellement d'enseignements dans la manière dont l'abeille fonctionne que c'est une source de savoir et de sagesse impressionnante. Et tu parles aussi que les abeilles sont des guides pour nous enseigner la relation. Hein. C'est vraiment le cœur voilà, le fil conducteur de cet événement, hein, se relier au vivant, coopérer avec le vivant et avec les abeilles en particulier, puisque c'est l'univers qu'on côtoie tous les deux depuis longtemps. En quoi sont-elles des guides, en fait, pour nous enseigner la relation, ces abeilles? Je peux donner quelques exemples, si tu veux. Pour moi, par exemple, déjà, la colonie, elle forme un cercle. Le symbole du cercle, c'est la relation, c'est la terre, c'est le cercle de parole. Et quand une colonie vit à l'état sauvage, en général, elle vit dans une cavité de forme plutôt sphérique. Et je vois la colonie comme émanant différentes couches comme ça énergétiques autour d'elle. Et pour moi, elle a une relation vraiment très importante, par exemple, avec la nature elle-même, les arbres. C'est pas par hasard que les abeilles choisissent les arbres creux comme abri privilégié. Il y a une relation symbiotique qui se passe entre l'arbre, tous les habitants de l'arbre, tous les micro-organismes, les autres insectes, les oiseaux, et l'abeille qui vit en son cœur. Je vois ça comme une lemniscate, comme un échange énergétique et symbiotique entre ces différents êtres. Et donc, en fait, c'est vraiment ce rôle énergétique. Hein. Tu as parlé tout à l'heure de réseau. Donc, les abeilles jouent véritablement un rôle de préservation de l'équilibre écologique
et de la biodiversité à travers ce rôle énergétique. Est-ce que c'est un peu ça? Et est-ce que tu pourrais nous développer un petit peu cette fonction énergétique qu'auraient les abeilles en fait dans cet univers, maintenant ainsi l'équilibre? Pour moi, je vois la planète Terre comme un être vivant qui a, comme nous, disons des artères, des méridiens où l'énergie circule. Et pour que cette Terre soit saine et vibrante, il faut que cette énergie circule. Une énergie stagnante mène au décay, à la décomposition. Donc, et les insectes, et les abeilles en particulier, ont cette capacité de stimuler le flot énergétique dans ces méridiens. Stimuler les éthers, finalement, comme si la Terre avait son sang qui était distribué à ses différents organes, et les insectes, par leur vibration, par leur bourdonnement, par leur trajet, sont comme des stimulateurs du flot énergétique de la planète. Je pourrais les voir aussi comme guérisseurs du flot énergétique. Si parfois le flot énergétique est coupé, à des endroits, par exemple, où l'être humain va avoir créé des trous énergétiques, soit par des conflits, des guerres, des accidents, un accident nucléaire, avoir creusé la terre avec des machines ou des endroits qui sont des déserts écologiques, là, les méridiens sont coupés. L'énergie ne peut plus traverser. Dans certains cas, l'abeille peut aider à recréer ces méridiens, à remettre en place. Si les trous sont trop grands, je ne sais pas si c'est possible. Ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que c'est possible, mais il faut que ce soit une coopération avec l'être humain. Donc tu évoques finalement ce dont on parle beaucoup dans le milieu apicole, c'est-à-dire, et plus largement, c'est-à-dire le déclin des abeilles, et pas que domestiques, aussi l'ensemble des abeilles qui contribuent notamment à la pollinisation. En quoi ce déclin affecte-t-il finalement notre relation à la nature et à notre véritable nature finalement qui n'est pas coupée en fait de tout ce qui est vivant en fait autour de nous? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur justement sur voilà, quelque part je ne sais pas comment le présenter, mais la mise en péril de notre propre nature par le fait que la nature en fait se dégrade autour de nous. Je suis d'un naturel optimiste, donc pour moi, je vois cet aspect-là, je vois l'aspect déclin. En même temps, l'apiculture conventionnelle, industrielle, productiviste, telle qu'elle est, si j'étais réincarnée en une colonie d'abeilles qui me trouve dans un endroit pareil, je préférerais repartir de l'autre côté. Donc, pour moi, il y a une sorte de naturel dans le fait que ces colonies-là disparaissent. Mais je ne vois pas ça comme une fin. Je vois ça comme un recyclage. Donc, pour moi, les abeilles, ce sont des chamans du monde animal. Elles ne voient pas la mort comme une fin ou comme quelque chose de négatif ou de terrible. Il y a vraiment pas du tout cet aspect émotionnel anthropocentré dans le discours de la débat des abeilles. C'est très... Voilà, on s'en va, on revient. On s'en va, on revient. Et quand on s'en va, de l'autre côté du voile, on se recharge. On se recharge et parfois, c'est finalement plus efficace d'aller se recharger de l'autre côté plutôt que d'essayer de survivre dans une condition qui n'est pas adaptée à leurs besoins. Nos ruches actuelles ne sont pas du tout pensées pour les besoins de l'abeille. Elles sont complètement pensées pour les besoins de l'humain qui souhaite produire. Donc, je pense, moi, que une fois qu'on repense que l'humain repense cette relation différemment, les abeilles vont revenir. C'est pas perdu. Je vois pas ça comme un désastre et une annonce de fin du monde. Mais
c'est une warning bell. C'est vraiment, c'est un signal d'alarme, bien sûr. Et dans les relations que tu as établies avec la Déva des abeilles, quels sont les enseignements majeurs que tu as pu en tirer, notamment pour notre apiculture, ou en tout cas pour toutes les personnes qui s'intéressent au vivant et à ce lien à l'abeille? Quels sont les points essentiels que tu as retenus en fait dans cette lien, dans ce respect? En fait, on parle d'éthique aussi vis-à-vis du monde animal et de l'abeille en particulier. Qu'est-ce que le Déva des abeilles aurait envie de nous transmettre sur ce sujet, ou t'as transmis? Oh là là, je pourrais dire tellement de choses. Alors, il va falloir que je choisisse. Là, j'ai abordé l'histoire de la ruche en elle-même, donc l'habitat. Pour moi, de plus en plus, on se questionne sur les économies d'énergie, les habitats bioclimatiques. Je pense que tout ça peut s'adapter à la ruche. C'est-à-dire que la ruche, plus elle a, par exemple, des murs épais, et moins elle va devoir dépenser d'énergie pour se chauffer, garder sa température. La température du nid à couvain doit rester relativement constante, autour de 34 degrés. Et c'est énormément d'énergie quand elles ont un petit mur tout fin comme ça à chauffer en hiver ou à rafraîchir en été. Donc, c'est là où je vois des parallèles entre notre prise de conscience sur notre vie, sur l'impact des fossil fuels, des hydrocarbures, cette volonté de changer, adaptons-la à notre relation aux animaux et aux vivants de manière plus large. Après, je pourrais partir complètement différemment sur la branche de la géométrie. Pour moi, la géométrie, c'est quelque chose qui me relie énormément aux vivants, à la vasteté du monde. Et j'ai adoré découvrir au sein de la ruche les endroits où l'on retrouve le nombre d'or, où l'on retrouve la fleur de vie, où on retrouve certains noms, certains angles, certains nombres, certains patterns, certains schémas qui reflètent finalement le microcosme et le macrocosme. Et quel type de compagnonnage tu aimerais voir se développer entre l'homme et l'abeille au vu de tous les éléments reçus? Comment tu verrais en fait cette coopération, comme je l'appelle, cette coopération avec le vivant plutôt que de partir sur de l'exploitation? Comment cette coopération est-elle possible, notamment au regard de ce qu'elles offrent pour elles-mêmes et aussi pour l'homme, notamment dans ces aspects apithérapie? Comment tu vois ce compagnonnage, en tout cas, à l'avenir possible? Alors, il me semble essentiel qu'un certain nombre de colonies d'abeilles soient complètement laissées en paix, qu'on soit complètement laissées autonomes. Ce rewilding, le réensauvagement, c'est-à-dire le soutien au fait que des colonies d'abeilles réoccupent des arbres creux ou des cavités et ne soient jamais ouvertes par l'être humain, pour moi, est essentiel. Et je crois aussi dans la collaboration entre des ruches qui sont fabriquées par l'être humain, et où on a envie de plus de contact. Et je pense que moi j'ai rencontré dans mon parcours certaines colonies où je sentais qu'elles sont plutôt moins sociables, ou elles sont intéressées par d'autres sujets importants mais qui sont plus loin de l'être humain, et d'autres colonies qui sont vraiment curieuses. Certaines de ces colonies compagnes, vraiment, tu vois, la dernière colonie que j'ai eue, je pouvais m'allonger sous la ruche. Donc c'était une top bar, tu sais, avec des jambes, des pieds. Je pouvais m'allonger sur la ruche et je sentais qu'elle m'accueillait, tu vois, avec cette
cet amour, cette vibrance. Des fois, elles allaient venir et puis se poser sur moi, tu vois, et puis hop, avec leur petite langue, juste sentir, ouvrir cette possibilité de contact à tous les sens, au sensoriel. Ensuite, sur ta question sur l'apithérapie, je pense que l'abeille, la déva des abeilles, a cette offrande à faire à l'humanité. Elle crée des substances qui ont un pouvoir énorme de guérison. Moi, j'ai cette gratitude par rapport au venin d'abeille. Je peux en partager un peu plus. Par exemple, au départ, quand j'ai commencé à utiliser le venin d'abeille, j'ai été d'abord pour une première session voir un apithérapeute qui m'a montré comment il faisait. Il attrapait ses abeilles, il m'a fait plusieurs points. Les abeilles perdaient leur dard et perdaient leur vie. Et j'étais un petit peu en conflit intérieur avec cette idée. Je souhaitais recevoir le don de leur force de vie et en même temps, je leur faisais perdre la vie. Et j'ai posé cette question à ma ruche compagne. Et là, elle m'a bien fait comprendre que l'abeille n'est pas un individu séparé. C'est la colonie, c'est l'individu. Donc, une abeille est un peu comme un ensemble de cellules, comme nos cheveux ou quelque chose. Donc, il n'y a pas cette idée de tuer une vie quand une abeille perd sa vie. Donc, j'ai eu ce blessing, j'ai reçu cette bénédiction un peu de la déva des abeilles pour utiliser leur venin, mais avec ma manière de rentrer en contact et demander de recevoir cette médecine était vraiment avec un respect ultime. J'allais à la rue, je leur faisais une petite prière, je leur disais quelle était mon intention. Et puis, je recevais les abeilles, je prenais bien soin d'elles, j'en prenais juste le nombre nécessaire. Et puis, plus ça allait, plus aussi, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des techniques pour que l'abeille garde son dard. Donc, j'ai posté des vidéos là-dessus où, avec une petite pince à épiler, finalement, on peut faire en sorte que l'abeille s'extirpe de la peau sans perdre son dard. Mais finalement, pour moi, le venin d'abeille a cette qualité d'alignement et en même temps d'élargissement. C'est comme si elle m'aidait à me reconnecter avec mes propres forces de guérison qui avaient été perdues pendant un temps. Je n'étais pas capable d'y accéder par moi-même. J'avais besoin d'une aide extérieure, mais ça restait de l'auto-guérison. Et c'est ça que j'adore dans l'énergie de l'abeille, c'est que, pareil pour la propolis, la cire, le pollen, le miel, toutes ces substances, elles vont en fait stimuler la capacité d'auto-guérison. Et je pense que c'est vraiment essentiel de faire attention à comment ces substances sont récoltées. En récolter vraiment, souvent, on a vraiment besoin de très peu. Il y a même maintenant tout un mouvement, je fais partie d'un groupe où on crée des remèdes homéopathiques. On a besoin d'une micro-quantité de cette substance. Et ensuite, on reçoit quand même la vibration et l'information vibratoire de ces médecines. Juste voilà, le temps de goûter tes paroles sur ces offrandes des abeilles et ouais, d'être touché aussi par le fait que c'est un concentré en fait de vivant et que elles ont ces capacités de réveiller en nous finalement nos propres principes de vie. Et voilà, j'avais envie d'aller peut-être un peu rapidement sur qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos pratiques en fait. Je parlais tout à l'heure avec une intervenante sur le fait que c'est pas tant finalement les pratiques apicoles en tant que telles, mais c'est vraiment l'intention qui est en amont et le lien qui est établi, la manière dont on rentre en relation, plus que finalement les pratiques qui peuvent être faites ou le prélèvement qui peut être fait, parce que à partir d'une intention,
on va dire, entre guillemets, juste, en Mhm. découle une action juste, entre guillemets, et qui en effet, prendrait aux abeilles, entre guillemets, finalement, juste ce qu'elles offrent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à cette approche? Tout à fait, tout à fait. Quand j'amène des fois des enfants aux ruches, au rucher, et je leur fais sentir les différentes couches de l'aura d'une ruche. Donc, la ruche, son corps finalement énergétique démarre bien plus loin que son corps physique comme nous. Et il est possible vraiment de sentir et de s'arrêter, de frapper à la porte comme on ferait pour rentrer chez un ami et hop, d'indiquer quelle est mon intention pour venir plus proche. Et on voit si on vient trop rapidement à proximité d'une couche sans s'être annoncé, elle va nous pousser en général. Souvent, elle va commencer sans vouloir piquer, elle va juste faire poc, comme ça un peu. Allez, t'es rentré trop vite, sors avec tes bottes sales là. Hop, on recommence avec prendre le temps de sentir qu'on est accueilli. Est super important. Cette relation, au niveau des pratiques apicoles, c'est une grande question pour moi. Je pense que si on est sous pression financière ou sous pression de temps, ça devient difficile. Ça devient vraiment difficile et je ne sais pas si ça demande vraiment un shift complet intérieur sur la relation à la production en soi. Déjà, la consommation, pour moi, j'aime consommer le miel quand c'est une célébration, quand c'est une médecine, mais je ne consomme pas de miel au quotidien. Il y a il y a eu un petit peu un fuss médiatique sur le sucre c'est pas bon, il faut le remplacer par du miel, mais il faut se rendre compte que la plupart de ce miel qui est acheté en grande surface, il a été pris aux abeilles en échange pour du sucre, qui n'est pas du tout la nourriture dont les abeilles ont besoin. Donc il y a vraiment, il y a besoin de calmer déjà aussi la dépendance au sucre, enfin cette addiction, parce que ça crée la même chose. Une colonie d'abeilles qui est nourrie au sucre, elle va avoir les mêmes symptômes que les êtres humains qui sont addicts au sucre blanc, c'est-à-dire augmentation de l'anxiété, augmentation avec ce pic un peu manique et ensuite dépression, et bien sûr, on en veut toujours plus. Et agressivité. Les abeilles qui sont nourries au sucre blanc, je pense que à force, elles deviennent plus agressives. Donc vraiment, voilà, une compréhension, je crois dans l'abondance, je crois dans la possibilité de créer plus que ce dont on a besoin. Donc je pense qu'une colonie qui est sereine, qui est saine, qui est en bonne santé, elle peut offrir un surplus de miel et d'autres produits. Et tout ça, c'est une question de jugement et de discernement. Et j'allais aborder avec toi un grand projet qui te tient à cœur, hein, celui de ce que tu appelles l'apitoile, donc et de l'importance de relier en fait les ruches entre elles à différents endroits de la planète. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus précisément de ce projet? Quand a-t-il démarré? Quel est son objectif? Et pourquoi c'est important de réaliser ces interconnexions, un peu comme un réseau Internet planétaire, mais plus subtil avec les cellules abeilles qui seraient des ordinateurs reliés, des serveurs reliés. Là, ça serait des colonies d'abeilles qui seraient reliées. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect-là et pourquoi ça te tient vraiment à cœur et pourquoi c'est si important en cette époque? Absolument. Alors, en 2017, j'ai co-créé avec des amis le réseau Bee Wisdom, donc la sagesse de l'abeille. Et au début, c'était un réseau de personnes au Portugal, et très vite, ça s'est commencé à s'élargir. Et puis, cette idée est venue de non seulement connecter les humains, mais aussi connecter les abeilles.
Bien sûr, les abeilles sont déjà interconnectées grâce à la développement des abeilles et ce champ énergétique. Mais créer un lien intentionnel grâce au pouvoir de l'intention du cerveau humain et du cœur humain, nous est apparu comme quelque chose qui pouvait avoir potentiellement vraiment un impact vibratoire au niveau planétaire. Donc cette idée est apparue et de plus en plus de personnes s'y connectent. Si certains des auditeurs sont curieux ou souhaitent se connecter, vous pouvez nous trouver sur notre website. Je pense que le lien sera indiqué. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ces points d'acupuncture qui sont illuminés un peu tout autour de la planète. Maintenant, on a plus d'une dizaine de pays qui ont déjà leurs points focaux, comme on les appelle. Et ça continue à grandir. On a quelqu'un sur l'île d'Hawaï, plusieurs personnes aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et je crois aussi au principe de résonance morphique. C'est-à-dire que les abeilles et les humains qui travaillent avec elles sont confrontés à différents défis actuellement, avec aussi bien sûr le frelon asiatique, le varroa, le hive beetles dans certains endroits, et tous les problèmes de pesticides et environnementaux. Comment faire en sorte, renforcer par exemple les comportements hygiéniques qui sont découverts par l'abeille. L'abeille, petit à petit, elle va mettre en place des comportements hygiéniques. Et il me semble que avec ces connexions, le développement de ces comportements hygiéniques qui sont de reprise de pouvoir intérieur, de souveraineté, ont la capacité de se développer et de se répandre plus rapidement. Et pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour participer à ce réseau, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et puis, est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont faites sur ces lieux pour pouvoir, par exemple, les entretenir? Voilà, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour faire partie de ce réseau? Alors, tout le monde peut participer. C'est vraiment un libre accès. Il y a vraiment cette idée d'être en accord avec ces principes de base de connexion, de respect, de soutien mutuel, de responsabilité. Il y a certaines personnes qui n'ont pas spécialement, qui ne prennent pas directement soin de colonies qui font aussi partie. La plupart sont des gens qui ont quelques colonies ou bien même certains épiculteurs qui sont en process voilà, de transformation de leurs pratiques. Et l'idée, c'est de créer localement un point focal. Certaines personnes choisissent un arbre maître, certaines personnes choisissent une pierre, ou bien même juste un cristal. Et on invite à imprimer un dessin, qui est un dessin dynamique, qui va transporter le programme de connexion. C'est pas obligatoire. Tout cela peut être fait par l'intention également, uniquement. Et ensuite, on fait une cérémonie de connexion en ligne. Donc là, on en a 4 à venir cet hiver. On en a 2 en anglais, une en français, une en allemand. Et donc, voilà, les personnes peuvent ressentir le moment de cette connexion et ensuite, petit à petit, informer autour d'eux, et le réseau grandit et devient autonome. Il a une vie en lui-même, finalement. Oui, il a une vie en lui-même, donc c'est-à-dire que ça ne nécessite pas forcément des interventions, mais c'est juste maintenir ce lien, cette reliance quelque part avec le vivant dans la dimension de cœur et de ce que tu as évoqué jusqu'à présent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont créé leurs points focaux qui y vont pour être comme un endroit de méditation et aussi de connexion avec l'âme collective des abeilles. Donc, des gens qui sont intéressés par cette connexion et se disent « Oh, je ne sais pas comment
j'y arrive pas, je sais pas comment communiquer avec l'être des abeilles, ça peut aider d'avoir un endroit comme ça où on sait que l'énergie abeille est plus forte. Ok. Est-ce que avant de conclure notre entrevue qui est passionnante, peut-être on pourra faire un live aussi avec quelques autres personnes le moment venu. Mais est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton ouvrage que tu as. Je l'ai prêté, donc je ne peux pas le montrer à l'écran, Ah, mais peut-être que tu l'as sous les yeux. j'ai sous les yeux, je sais pas si on le voit dans le bon sens, parce que voilà. Si c'est bon, on le voit dans le bon sens. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus précisément? C'est parce que je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs qui vont le découvrir. Et puis, il y aura un lien, évidemment, dans la vidéo. Voilà, Et oui. C'est c'est un ouvrage qui est plein de peintures, plein d'illustrations, donc c'est assez facile à aller au travers, des dessins, des poèmes, et chaque chapitre est divisé en 3 parties. La première, c'est une expérience personnelle, une petite anecdote, soit amusante, soit éclaircissante. La deuxième partie est un peu technique. Parfois aussi, j'apporte toutes ces informations plus inédites, par exemple, sur la géométrie sacrée à l'intérieur de la ruche, le fonctionnement, à savoir que ce n'est pas un guide d'apiculture et ce n'est pas un guide de biologie de l'abeille. Donc, c'est pas, ça ne contient pas toutes les informations de base, mais certaines choses avec des nouveautés par rapport à ce qui existe déjà. Et la troisième partie, c'est la voix de l'abeille. Donc là, vraiment, c'est ces sessions où j'ai canalisé en fait des informations de cette âme collective. Et c'est une voix qui est très, très aimante, et en même temps très, très universelle. Donc vraiment qui nous amène complètement au-delà de parfois la petitesse dans laquelle on peut se retrouver quand on est un peu émotionnellement touché par ces éléments. Ça donne beaucoup d'espace, de respiration, de considération et de sagesse. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être à nos auditeurs, auditrices, et puis aux lecteurs actuels ou futurs de ton livre sur voilà, comment les aider à développer cette prise de conscience plus profonde de l'unité de la vie et de se relier au vivant et, voilà, et de l'importance du lien avec l'abeille au sens large, même si on n'est pas apiculteur, hein, on peut être en contact avec les abeilles, quelles qu'elles soient, domestiques ou sauvages. Et voilà, quel est le message que tu aimerais transmettre qui te tient à cœur, que ce soit personnellement ou à travers le ressenti qu'est le tien? La première chose qui me vient, c'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est prendre ce temps. Ça semble un peu new agey parfois de dire ça, mais pourtant c'est tellement essentiel de prendre le temps de sentir qu'on ouvre son cœur quand on se connecte à la nature, et là d'essayer de vraiment laisser les vibrations de ce qui nous entoure nous parler. Et je pense que de cet espace-là, toutes ces grandes valeurs de transformation, d'écologie, de respect, elles viennent d'elles-mêmes parce qu'elles sont tellement naturelles. Finalement, on a juste besoin de se souvenir. Ah, c'est une très belle parole, hein. Juste se souvenir. Et ben, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, même si ça semble déjà être le mot de la fin. Voilà, ben, en fait, ouais, il y a comme une douceur qui est présente là dans ce partage et du coup, voilà, j'ai envie voilà, de t'écouter encore sur quelque chose que tu as envie de transmettre sur ce précieux que l'abeille peut nous apporter dans son contact avec elle et comment on peut peut-être porter un regard différent sur le vivant et combien il peut nous enrichir au-delà de se sentir séparés. Combien on peut sentir vraiment que la nature qui nous entoure, c'est notre propre nature et qu'on fait partie vraiment de cette unité.
Ce qui me vient, c'est une histoire. C'est une histoire que je ne raconte pas dans le livre d'ailleurs. Mais j'ai repensé ce matin, c'est parce que j'avais fait un rêve. Alors, en 2017, il y a eu des énormes feux de forêt au Portugal. Vraiment jamais connus auparavant et très très dévastateurs et aussi très meurtriers. Donc ça a vraiment été un choc culturel ici. C'était en juin et en septembre. J'ai eu des amis qui ont tout perdu, qui vraiment habitaient. Ils n'ont pas tout perdu. L'intérieur de la maison n'a pas brûlé, mais ils avaient une grande ferme en permaculture et un centre d'accueil. Et c'est des amis avec qui on travaillait ensemble sur l'abeille. Et donc, un mois après le feu, je me rends chez eux et je leur apporte une nouvelle colonie d'abeilles avec ce souhait de réamener de la vie, de la vibration. Et là, je pars en forêt faire une balade et je tombe sur un rucher qui a complètement carbonisé. Donc, vraiment, les ruches avaient été posées par l'apiculteur sur un rail, toutes les unes à côté des autres. Et donc, elles étaient toutes un tas carbonisées, sauf une. Celle du bout du rang est restée intacte et était encore vivante. Les kilomètres à la ronde étaient juste noirs de suie, rien, silencieux aussi, parce que bien sûr les oiseaux étaient partis. Et là, cette ruche, quand je l'ai rencontrée, mon cœur est vraiment a fondu, je suis tombée en larmes et je suis restée un long moment auprès de cette ruche à essayer de comprendre comment a-t-elle survécu. Et là, elle m'a offert ce cadeau de vivre, d'essayer de sentir qu'est-ce qui s'est passé. Et vraiment, je me suis assise à côté d'elle. Déjà, j'ai senti qu'à l'endroit où elle se positionnait, elle était positionnée sur un réseau particulier, sur un endroit qui avait une vibration déjà plus forte, qui l'a soutenue dans la procédure. Et là, j'ai visualisé donc le feu qui arrive, qui bien sûr brûle tout l'oxygène qui est présent. Et cet instinct de survie de la colonie qui fait qu'une couche d'abeilles se crée autour de la grappe. Ces abeilles-là se sacrifient, elles vont mourir. Mais elles réussissent à bloquer suffisamment d'air à l'intérieur de cette bulle pour survivre pendant les plusieurs jours, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas plus de 24 heures où le feu a duré. Et elles ont réussi à créer cette bulle finalement de survie au milieu du feu qui a dévoré la région. J'imagine que à un moment où le feu s'est enfin calmé, cette croûte d'abeilles protectrices a été démantelée. Et là, le cœur de la ruche, bien sûr la reine, le couvain, j'étais là un mois après et elle était vraiment active et vivante. Donc, elle avait aussi réussi à sauver sa reine et son couvain. Je pense que pour moi, ça a été une énorme leçon d'humilité et de résilience et de puissance par rapport à l'adversité. Voilà, c'est ce cadeau-là que je veux offrir pour finir. Cette idée que on peut survivre et on peut continuer, on peut construire quelque chose de complètement nouveau, même si parfois ça semble un désastre et un désert. Et on peut faire confiance à l'intelligence de la vie de se manifester dans ces moments-là. Absolument. Un grand merci, Sandhira, pour ce partage. Merci, à très bientôt et on essaye de se voir à un prochain live peut-être. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci, à très bientôt.